La dernière nouvelle, à l'instant, est que l'Iran a absolument rejeté les États-Unis ou toute discussion sur un cessez-le-feu. Il y a maintenant des rumeurs provenant d'Al Jazeera, selon lesquelles les États-Unis auraient en réalité pris contact avec le gouvernement iranien, avec la direction iranienne, et que l'Iran aurait désormais rejeté cette approche. Cela a été rapporté par le Quds Network, qui affirme que des contacts étaient recherchés par Steve Witkoff, selon le chef du bureau d'Al Jazeera à Téhéran au sujet d'un cessez-le-feu. Mais d'après des sources, l'Iran n'a aucun intérêt à s'engager dans de telles discussions. C'est un point crucial, car il y a de plus en plus d'indices que cette guerre non seulement ne s'est pas déroulée comme prévu pour les États-Unis et Israël, mais qu'il se trouve désormais du côté des perdants. Oui, beaucoup de gens dans l'Occident collectif auront peut-être du mal à le croire. Si vous écoutez la rhétorique de Donald Trump, et si vous écoutez Pete Hegseth aujourd'hui, parler du fait qu'il va y avoir les frappes les plus massives contre l'Iran que nous ayons vues depuis le début de cette guerre, en privé, les conseillers de Trump le pressent de formuler un plan de sortie de guerre. Mais la Maison-Blanche dément ces informations, tout comme elle avait démenti les rapports avant la guerre. Tout le monde s'en souvient, n'est-ce pas? Ils avaient nié les informations, selon lesquelles Dan Raisin, le chef de cabinet du Pentagone, avait dit à Donald Trump que cette guerre ne se déroulerait pas forcément comme prévu. Il était impossible de prévoir comment cela allait se passer. Eh bien, la Maison-Blanche a également rejeté ces rapports. Et maintenant, elle rejette ceux-ci aussi. Néanmoins, ils sont rapportés par le Wall Street Journal, qui n'a aucun intérêt à protéger le gouvernement iranien. En revanche, ils ont intérêt à éviter ce qui s'est révélé être une catastrophe absolue à tous les niveaux, alors que nous assistons désormais à la fermeture de facto du détroit d'Ormuz, ce qui joue un rôle majeur dans l'énorme volatilité des prix du pétrole à travers le monde. Trump, selon Dropside News, est très confus, affirmant que le trafic maritime augmente et disant à l'Iran de ne pas interrompre le flux de pétrole. Si l'Iran fait quoi que ce soit, dit Trump, pour arrêter le flux de pétrole à travers le détroit d'Ormuz, ils seront frappés par les États-Unis d'Amérique 20 fois plus fort qu'ils ne l'ont été jusqu'à présent. Et voici les conséquences de cette déclaration. Tout le monde. Lorsque Donald Trump a dit qu'il allait mettre fin à la guerre, que ce serait très complet, lors d'une conférence de presse le 9 mars, les prix du pétrole ont en réalité baissé. Mais ensuite, quand il a fait ce commentaire, on les a vus remonter jusqu'à $90 le baril, soit encore environ $20 de moins que le pic qu'ils avaient atteint. Je crois que c'était dans les dernières heures du 8 mars. Mais malgré tout, c'est une véritable catastrophe. Et les élites le savent, mais c'est encore pire, tout le monde. Car en ce moment, sur le plan militaire, ce n'est pas seulement le plan économique. Ce n'est pas seulement que Donald Trump laisse déjà entendre que cette guerre pourrait devoir se terminer très bientôt. Il y a des signes encore plus inquiétants indiquant que la situation militaire se dégrade sérieusement pour les États-Unis et pour Israël. Alors, laissez-moi vous montrer ce que je veux dire par là. D'accord? Nous sommes dans une situation où une censure massive s'exerce sur ce qui se passe dans la région du Golfe. Regardez ceci. Selon le bureau Stratcom du gouvernement américain, la société américaine d'imagerie satellite Planet Labs, après des consultations avec le gouvernement, a annoncé un retard sans précédent de 14 jours dans la publication des images du Moyen-Orient. Et voici cet avis. En raison de préoccupations légitimes concernant l'utilisation des données de Planète sur l'Iran, ainsi que de la période de risque prolongée pour les images récentes, il y aura désormais un délai de 4 à 14 jours avant la publication de toute nouvelle image issue des données de Planète. En somme,
Il s'agit d'une forme de censure des images satellites montrant les dégâts survenus dans le Golfe. Ainsi, lorsque les gardiens de la révolution islamique tiennent ce genre de propos, lorsque l'Iran affirme avoir détruit des infrastructures militaires américaines dans la région, ce sont précisément ces images satellites qu'ils ne veulent pas que vous voyiez. D'accord? Ce n'est pas que l'Iran diffuse de la propagande, c'est que les États-Unis cherchent activement à supprimer ces données. Regardez simplement les images ici de la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar, où les équipements satellites et radars ont été touchés. Et comme vous le savez tous grâce à cette émission, nous avons déjà évoqué que les États-Unis ont frappé l'Iran. L'Iran, de son côté, a frappé toutes ses bases, les bases au Koweït, les bases dans toute la région, aux Émirats arabes unis. Ils les ont frappés, ils ont touché leurs radars. Et maintenant, les systèmes de défense aérienne qui restent pour les États-Unis et Israël volent complètement à l'aveugle. La crise devient donc totalement incontrôlable pour les États-Unis et Israël. Mais ils essayent de tenir aussi longtemps que possible et de détruire autant qu'ils le peuvent avant de devoir se retirer. Mais laissez-moi vous montrer l'approche exacte que l'Iran adopte maintenant. L'Iran a annoncé au cours des dernières 24 heures qu'il avait désormais pour cible le régime israélien, que ce dernier allait être la principale cible de sa campagne de missiles. Vague après vague, l'opération Promesse de Vérité 4 s'abat sur le ciel israélien, causant d'importants dégâts. Je vais vous en montrer un extrait ici même. Aux premières heures, on peut voir à quel point les intercepteurs israéliens sont sollicités. Environ 6 d'entre eux, une demi-douzaine ou plus, pour un seul missile iranien traversant l'espace aérien. Cette fois-ci, il est bien plus difficile que pendant la guerre de 12 jours d'obtenir des images réelles de ce qui se passe à Tel Aviv et dans le centre d'Israël, alors que l'Iran les bombarde de tirs de missiles balistiques. Mais malgré tout, les travailleurs chinois présents sur place construisent probablement des infrastructures ou effectuent des réparations dans le cadre de contrats entre des entreprises chinoises et Israël. Ils ont en réalité enregistré ce qui se passe. Je veux vous montrer ce que Douyin, le réseau social chinois, est capable de nous révéler. Des choses que les médias grand public américains et, bien sûr, les médias israéliens ne permettent pas de montrer. Voici une vidéo montrant la catastrophe absolue que l'Iran fait s'abattre sur Tel Aviv en ce moment même. Je vais couper le son, car il peut être assez fort et distrayant. Mais voici les images qui nous parviennent de Tel Aviv, et nous ne pouvons pas les voir à cause de la censure massive qui sévit en Israël. On peut être emprisonné pour les avoir partagées. There's so much censorship going on in Israel. You can be in prison, you can be fined dramatically, you can be in prison. Vous pouvez être lourdement condamné à une amende. Vous pouvez être emprisonné pour avoir diffusé des images. Beaucoup ont remarqué que si les travailleurs chinois peuvent faire cela, c'est parce qu'ils sont affectés loin des bâtiments gouvernementaux et des infrastructures sécurisées, parce que Israël ne leur fait pas confiance. C'est un aspect important de la relation entre la Chine et Israël. Il existe beaucoup de méfiance du côté israélien. Ils comprennent, je pense qu'ils savent, que leur relation avec la Chine dépend du fait que la Chine poursuive ses propres intérêts dans la région, loin de soi-disant soutenir Israël. Cela a toujours fait partie de la relation entre la Chine et Israël. Ce n'a jamais été une relation d'amitié ou une véritable alliance, pour ainsi dire. Il a toujours été question pour la Chine de trouver un équilibre face à la domination des États-Unis dans la région. Et la Chine n'a pas l'intention de laisser l'un des plus grands réseaux d'espionnage au monde, celui qui existe en Israël, fonctionner sans au moins une certaine supervision chinoise. Voici un reportage d'Al Jazeera sur une frappe au centre d'Israël. On peut voir le moment où le missile iranien a frappé. Il y a eu des victimes lors de cette attaque. Je crois que 2 personnes ont été tuées et d'autres blessées.
Mais à présent, on entend dire que ces blessés, ces victimes, se comptent par centaines en Israël. Ils maintiennent une censure très stricte sur toutes ces images. Et cela ne prend même pas en compte le fait que ce n'est plus seulement l'Iran qui frappe Israël désormais, c'est aussi le Hezbollah. Ils agissent en coordination, de concert. Ils lancent des attaques conjointes. Le Hezbollah dispose de missiles et de drones, et il les tire sur les chars Merkava qui tentent d'envahir le Liban. Il les lance également sur le nord d'Israël, provoquant un certain chaos au sein de l'appareil de sécurité israélien, qui a reconnu ne pas s'attendre à ce que le Hezbollah soit capable de ce qu'il fait. Ce ne sont là que les images qui fuient d'Israël, et elles sont très difficiles à obtenir. Mais c'est la stratégie actuelle, c'est la stratégie de l'Iran. Ils affirment qu'ils vont diriger stratégiquement leur guerre d'usure, leur frappe de missiles sur Israël, afin d'envoyer un message au Golfe. Vous pouvez en réalité être plus en sécurité si vous refusez que votre pays serve de base pour des opérations. Mais bien sûr, ces pays continuent. Comme chair à canon pour les États-Unis. Ces opérations ont également inclus des frappes de drones sur Bahreïn et d'autres pays du Golfe voisins participant à ce conflit. Ils frappent les infrastructures pétrolières. Ils ont touché des installations pétrolières au Koweït et des cibles à Manama, à Bahreïn, où se trouve la base de la 5e flotte de la marine américaine. Voici les images montrant la destruction. Et nous avons déjà vu et entendu que les pays du Golfe ont considérablement réduit leur production de pétrole en raison des tirs de missiles iraniens. Cela devient donc de plus en plus une crise pour le Golfe et pour Israël, qui manquera d'intercepteurs dans les prochains jours. Rien n'a changé depuis la guerre de 12 jours de juin 2025. La seule possibilité pour Israël et les États-Unis de poursuivre cette guerre, c'est s'ils décident qu'ils ne veulent pas l'arrêter, qu'ils veulent la mener sans aucun système de défense aérienne. C'est un risque énorme et un pari considérable, car soit, comme Israël l'a affirmé, 95% de tous les missiles iraniens ont été détruits ou déjà lancés. On peut le croire, mais c'est un grand risque, car l'Iran a déclaré que ces chiffres étaient absolument inexacts. Mais je veux faire un deuxième point, un meilleur point, je pense, un point plus important sur la situation réelle dans laquelle nous nous trouvons dans cette guerre. D'accord? Donc la guerre en ce moment ne concerne pas seulement le domaine militaire. Les gens pensent que tout se résume à la supériorité militaire, qui en a le plus, qui possède les armes les plus puissantes, qui peut tenir le plus longtemps. Mais il s'agit aussi de quelque chose de plus profond. La position du peuple, la force du peuple, a continué de mener cette guerre. Alors, les Israéliens, les habitants du Golfe, dans ces pays du Golfe, les Américains, sont-ils plus disposés à supporter le genre de pertes qu'ils subiront, à un niveau bien plus élevé que le peuple iranien? Il faut se poser cette question, car elle est vraiment importante. Et concentrons-nous maintenant sur Israël, puisque c'est devenu le point central des attaques de l'Iran. Peu importe le nombre d'attaques, Israël continue d'affirmer que seulement 8 missiles sont lancés à la fois, chaque soir depuis 3 jours. Je n'y crois pas une seconde. L'Iran annonce vague après vague après vague. Ils ne donnent pas de chiffres, ils ne vont pas partager de détails avec qui que ce soit en Occident. Mais ils disent que ces vagues se produisent parfois en moins d'une demi-journée. Nous parlons donc de vagues successives qui s'abattent sur Israël. Mais laissez-moi vous montrer comment les Israéliens réagissent à cette guerre par rapport au peuple iranien, car je pense que c'est un point vraiment important qui montre exactement où ce conflit se dirige. Voici la réaction des Israéliens face aux tirs de missiles iraniens. Non, nous sommes les premiers.
So that is the Iranian. Voici donc la réponse israélienne au tir de missiles iraniens. Il y a aussi des images de l'aéroport Ben Gurion. Beaucoup de panique, en réalité. Les Israéliens refusent de prendre l'avion par crainte de ce qui pourrait arriver à leurs familles ou à leurs appareils. Et bien sûr, c'est la panique dans les rues de Tel Aviv lorsque ces missiles tombent. Mais voici comment les médias iraniens couvrent les rassemblements qui ont lieu dans tout le pays pour s'opposer à la guerre d'agression américano-israélienne. Et avec l'élection et la désignation du nouveau guide suprême de l'Iran, voici une image qui pousse vraiment à réfléchir. C'est une foule d'Iraniens entendant les bombes israéliennes et américaines exploser tout près en arrière-plan. Regardez simplement leur réaction. Allah. Je vais couper le son ici, mais on pouvait entendre exactement ce qui se passait. Si cela se passait aux États-Unis, en Occident ou en Israël, on verrait des gens complètement paniqués, fuyant pour sauver leur vie. Mais pas ici, pas ici. Et je pense que c'est un point vraiment important qui montre exactement où se trouve le désespoir et la panique. Je voulais simplement montrer cela, car je pense que c'est un point vraiment important sur l'état réel de cette guerre. Concernant la censure, pourquoi censurer? Pourquoi faut-il censurer les images satellites provenant du Golfe maintenant? Nous avons déjà vu les images des systèmes Patriot, des radars, nous les avons vus, nous en avons parlé ici. Ils ont été détruits, ils ont été pris pour cible et ils ont été détruits. Et maintenant, l'Iran agit de manière très... Eh bien, l'Iran ne tirait pas sur Israël dans les premiers jours de cette guerre aussi intensément qu'il le faisait sur les pays du Golfe. Cela s'est maintenant inversé sur le plan stratégique, car l'œil des systèmes de défense aérienne a été complètement anéanti et ils ne seront pas remplacés. Vous ne pouvez pas les remplacer. Il faut des années pour les remplacer. Si vous ne me croyez pas au sujet de la stratégie de missiles de l'Iran, vous savez, Dropsite News. En fait, attendez, ce n'est pas celui-là. Où est-ce? Voilà, Dropsite News en a également parlé. Ils annoncent un changement dans les nouvelles vagues de l'opération True Promise Cacth, affirmant qu'ils vont envoyer des missiles balistiques plus lourds vers Tel Aviv, et bien sûr, vers la base de la 5e flotte de la marine américaine, comme message stratégique indiquant que le Golfe n'est toujours pas sûr s'ils continuent d'utiliser leur base contre l'Iran. Et il y avait un HIMARS, je crois, trouvé dans la région, qui montrait que Bahreïn les utilisait contre l'Iran. Et c'est pourquoi la 5e flotte continue elle aussi d'essuyer de lourdes pertes. Et Tel Aviv, bien sûr, le régime israélien, joue un rôle majeur dans ce conflit. C'est l'une des principales raisons, sinon la raison principale, pour laquelle cette guerre a lieu en ce moment. Je ne dis pas forcément que c'est la seule raison de son déclenchement. Nous savons que les États-Unis veulent eux aussi mener cette guerre. Mais c'est une raison importante pour laquelle elle se déroule maintenant, à cet instant précis, parce qu'Israël exerçait des pressions, tentait de convaincre l'administration Trump. Et bien sûr, l'administration Trump a répondu « Absolument, allons-y ». Voilà donc la situation actuelle, et cela ne va pas s'arrêter. Mais ce n'est pas comme s'il n'y avait pas encore plus de problèmes avec tout cela. Dans la période précédant ce changement de stratégie, l'Iran a élargi sa base de cibles. Scott Ritter était invité dans l'émission Sanchez Report, un ami de l'émission, et il a parlé de cette expansion de la base de cibles, qui inclurait même, selon des rapports non confirmés, le frère de Benjamin Netanyahou. En revanche, il existe des rapports confirmés selon lesquels le fils de Smotrich, le ministre des Finances, Bezalel Smotrich,
a été pris pour cible par le Hezbollah, la résistance libanaise. Voici donc ce que Scott Ritter avait à dire sur le renseignement iranien, avant même peut-être d'envisager une décapitation de son propre chef. Perhaps moving toward a decapitation of its own. Vous savez, les Iraniens montrent qu'ils sont capables d'obtenir des renseignements le matin et de frapper l'après-midi avec une efficacité meurtrière. Ils commencent aussi à élargir leur liste de cibles. Rappelez-vous, ils n'ont pas inventé le concept de changement de régime. C'est Israël qui l'a fait dès le premier jour, en tuant Ali Khamenei. La nuit dernière, les Iraniens ont frappé la maison de Benjamin Netanyahou. Ils ont tué son frère. Ils ont également touché la maison de Ben Gvir. Il est grièvement blessé et pourrait ne pas survivre. L'Iran va commencer à éliminer l'ensemble de la direction israélienne. C'est la réalité de ce conflit. Israël a joué au jeu du changement de régime et ce sont les Israéliens qui vont en payer le prix le plus élevé. Les Iraniens ne portent plus de gants, ils les ont retirés et arrivent les poings nus. Ils en font état. C'est intéressant. Voilà donc la réalité. Bien sûr, nous n'avons pas encore confirmé les informations concernant le frère de Benjamin Netanyahou et Ben Gvir. Il y a beaucoup de censure à ce sujet. Mais voici ce qui a été confirmé. Tout le monde. Al Jazeera a confirmé que le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, des éclats d'obus ont traversé le foie de son fils lors d'une attaque près de la frontière libanaise qui a blessé 8 soldats israéliens. Cela a été mené par la résistance libanaise, le Hezbollah, qui bien sûr a coordonné et est entré en guerre parce qu'Israël a tenté, et tente encore, de raser le Liban pendant que les États-Unis s'occupent de l'Iran. Et donc, cela s'est très mal passé. Et cela s'est très mal passé pour Smotrich, qui est bien sûr connu comme l'un des plus fervents défenseurs du projet du Grand Israël au sein du cabinet israélien. Et je vais vous montrer exactement ce que je veux dire. C'était pendant le conflit à Gaza. Smotrich avait déclaré que d'ici quelques mois, en 2023, il pourrait proclamer la victoire et que Gaza serait totalement détruite, prédisant que les habitants de Gaza seraient désespérés et fuiraient définitivement. Les choses ne se sont pas vraiment passées ainsi. Bien sûr, beaucoup de dégâts, beaucoup de génocides ont été commis à Gaza, mais les gens ne fuyaient pas dans le désespoir. Ils ont simplement été déplacés dans le cadre de cette guerre génocidaire. Mais Smotrich, c'est ce en quoi il croit. Il est l'héritier d'un génocide, et maintenant il subit pas mal de réactions négatives à ce sujet, et son fils est devenu une cible. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est ce que les Israéliens et le gouvernement américain ont demandé, ainsi que l'administration Trump. Nous devons donc maintenant parler de l'administration Trump. En ce qui concerne le conflit militaire et la crise politique, en ce qui concerne ces deux crises croissantes pour les États-Unis, une pénurie d'intercepteurs, l'Iran étant désormais en mesure d'imposer ses conditions, rejetant les cessez-le-feu, tout cela reflète le chaos qui règne actuellement au sein de l'administration Trump quant à ce qu'elle veut faire de cette guerre. Je pense qu'il est important de noter qu'une partie de ce chaos est due au fait que l'administration Trump a commis des crimes de guerre de manière très ouverte et que le monde entier en a été témoin. Surtout en ce qui concerne l'école qui a été bombardée à Téhéran, tuant plus de 150 jeunes écolières, l'une des premières frappes de cette guerre. Maintenant que cela a été révélé et a provoqué un tollé, la guerre est devenue moins populaire partout dans le monde, même aux États-Unis. Il y a donc désormais beaucoup de confusion quant à la manière de la justifier à l'avenir. Et Trump est interrogé. Voici sa réponse au correspondant de la Maison-Blanche du New York Times lorsqu'on lui a demandé des explications sur les incohérences dans la communication de l'administration à propos de la guerre. Vous venez de suggérer que l'Iran avait d'une manière ou d'une autre
mis la main sur un tomahawk et bombardé sa propre école primaire le premier jour de la guerre. Mais vous êtes la seule personne dans votre gouvernement à dire cela. Même votre secrétaire à la Défense n'a pas voulu le dire lorsqu'on lui a posé la question alors qu'il se tenait derrière vous dans votre avion samedi. Pourquoi êtes-vous la seule personne à affirmer cela? Parce que je n'en sais tout simplement pas assez à ce sujet. Je crois qu'on m'a dit que c'était en cours d'enquête. Mais les Tomahawks sont utilisés par d'autres. Comme vous le savez, de nombreux autres pays ont des Tomahawks. Ils nous les achètent. Mais quel que soit le contenu du rapport, je suis prêt à en accepter les conclusions. Je veux dire, c'est mauvais. Et il y a de nombreuses raisons pour lesquelles c'est mauvais. La principale raison, tout le monde, c'est que non seulement il a laissé entendre que les désaccords au sein de l'administration Trump, ou du moins les messages contradictoires, sont réels, mais il a confirmé qu'ils le sont. Et la raison pour laquelle c'est réel, c'est qu'il ne sait pas vraiment grand-chose de ce qui se passe dans cette guerre. Il fait semblant d'ignorer, bien sûr. Soyons honnêtes, tout cela est une manière d'essayer de tromper les gens. Mais ensuite, il ajoute que d'autres pays ont des Tomahawks, qui nous les achètent. Eh bien, qui vous les achète? Oh, ce sont ces soi-disant alliés partout dans le monde, pas seulement dans le Golfe, mais aussi dans la région. Mais ces pays n'ont pas la capacité, sans le soutien des États-Unis, de tirer ces armes. Néanmoins, tout comme au début de cette guerre, tout le monde dans les pays du Golfe était très mécontent, du moins sur le plan rhétorique, du fait que l'administration Trump ne les avait pas informés que la frappe allait avoir lieu. Il est en train de jeter tous ces pays, tous les alliés, sous le bus maintenant. Mais ici, il vise les pays du Golfe, affirmant qu'ils n'ont pas la capacité de faire cela, soit dit en passant. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les F-15 au Koweït, les 3 qui sont tombés du ciel. Ils sont tombés du ciel, et cela a été considéré comme un tir ami, les F-15, les avions de chasse américains. Vous avez vu ce qui s'est passé. Ce ne sont pas, si l'on veut simplement dire que, vous savez, c'est un mensonge total et absolu, je vous croirais. Vous savez, sans être un expert sur le fonctionnement de ces choses, je pense que l'Iran a probablement abattu certains de ces F-15. Mais malgré tout, nous savons que le Koweït a supporté le poids de cette incompétence qu'on lui a imposée. Et aucun de ces pays n'a la moindre expérience ni la capacité technique pour utiliser des armes américaines sans le soutien des États-Unis. Donc il les sacrifie. Il laisse entendre que peut-être ce sont eux qui l'ont fait. Et cela, je pense, est l'un des indicateurs importants ici. Cette guerre ne se déroule pas comme prévu. L'administration Trump n'arrive pas à imposer un récit cohérent pour justifier non seulement la guerre elle-même, mais aussi les crimes qui en ont découlé. Il n'y a que de la diversion. Il n'y a que de la tromperie pure et simple. Et c'est pourquoi cette guerre n'a même pas... Eh bien, au fur et à mesure qu'elle se poursuit, et que l'administration Trump ne cesse de parler de ses succès, de la façon dont la guerre se déroule de mieux en mieux, les Américains, dans l'ensemble, dans tous les sondages, montrent et affirment qu'ils ne sont pas d'accord avec cela. Ils ne la soutiennent pas, ils estiment qu'elle dure depuis trop longtemps et ne comprennent pas clairement ses objectifs. C'est donc une crise pour l'administration Trump. C'est une crise pour l'Empire américain dans son ensemble. L'Iran nous montre ce qu'il compte faire et met son plan à exécution. Ils ont un plan pour ne pas accepter de cesser le feu. Ils ne le veulent pas. Ils veulent, eh bien, ils veulent ce qu'ils ont dit vouloir, à savoir la sécurité pour tous, y compris pour eux-mêmes. Ils ne veulent plus subir d'attaques d'Israël ou des États-Unis. Ils veulent éliminer cette menace une bonne fois pour toutes, autant qu'ils le peuvent. Et ils veulent garantir leur propre sécurité ainsi que celle de tous les autres,
car ils ont clairement indiqué que ces attaques contre les pays du Golfe constituent une attaque contre les actifs militaires américains, ce qu'elles sont depuis le début. Voilà ce qui se passe. Il y a ce mème que tout le monde a probablement vu à propos de l'Iran. Comment l'Iran serait soi-disant une menace alors qu'il a garé son pays au milieu de toutes ses bases militaires américaines. Eh bien, cela se retourne maintenant contre l'Empire. Et c'est ce que nous observons partout dans le monde. À ce stade, tout ce que nous avons, ce sont des illusions émanant de la direction politique à Washington. Et voilà, c'en est une autre. Tout va bien. Notre pays va vraiment très bien, plus fort, et notre pays va vraiment très bien, je veux dire à un niveau que personne n'aurait imaginé. Nous avons fait une petite excursion parce que nous avons estimé qu'il fallait le faire pour nous débarrasser d'un certain mal. Et je pense que vous verrez que ce sera une excursion de courte durée. Ce sera bien, ce sera une excursion de courte durée. Tout se passe bien. Eh bien, jugez par vous-même, tout le monde, car tout ce que j'ai montré jusqu'à présent indique en réalité le contraire d'une situation qui se passe bien. Le peuple iranien ne bronche même pas lorsque les bombes tombent. Il est déterminé à défendre sa souveraineté et son indépendance. Son armée montre qu'elle a une stratégie et qu'elle compte la mettre en œuvre, et qu'elle la poursuivra par tous les moyens nécessaires, aussi longtemps qu'il le faudra. Les États-Unis, eux, multiplient les discours, les démonstrations de force. Nous allons frapper l'Iran plus durement que jamais. On entend beaucoup de ce genre de choses venant de Washington. Pete Hegseth a déclaré que ce serait la journée de frappe la plus intense, avec le plus grand déploiement de chasseurs. Hourra, hourra, hourra. Eh bien, cela fait déjà 11 jours que nous sommes engagés là-dedans. Et les États-Unis manquent rapidement de munitions. C'est un très gros problème auquel les États-Unis sont confrontés, et Israël aussi. Donc, cela ne peut pas durer éternellement. Maintenant, les États-Unis puisent dans leur stock, retirent des systèmes de défense aérienne, ou du moins ils disent les retirer d'Asie. Cela ne se fait pas en un jour. Il faudra un certain temps pour que ces équipements arrivent. Mais cela signifie qu'il y aura une période sans système de défense aérienne, une période sans ce que vous avez épuisé. C'est donc un risque, et ce risque ne fera qu'augmenter lorsque le choc pétrolier surviendra, lorsque la situation dans le détroit d'Ormuz et tout ce qui s'ensuit commenceront à se produire et à se transformer en crise économique. Souvenez-vous, il y a des rumeurs selon lesquelles l'Arabie saoudite va augmenter sa production dans les prochains jours et tenter de la faire passer par le détroit de Bab el-Mandeb. Eh bien, les forces d'Ansar Allah au Yémen sont prêtes à empêcher cela. Retenez bien mes paroles. Une fois que la crise économique du détroit d'Ormuz éclatera, si les États-Unis et Israël ne s'arrêtent pas et ne cèdent pas face à l'Iran, le Yémen sera là, prêt et disposé à refermer la mer Rouge à nouveau. Et que pensez-vous que cela fera à l'économie mondiale si 2 grandes voies de transit du commerce, en particulier du pétrole, sont fermées pour un avenir prévisible? Eh bien, je pense que la panique que nous observons actuellement va s'intensifier de manière spectaculaire, atteignant des proportions historiques.